On a tous eu un jour cette idée, vous savez, l'idée de produit génial qui pourrait absolument tout changer. Et si on vous disait que la grande majorité de ces idées, même les plus prometteuses, finissent tout simplement par échouer? C'est une réalité un peu brutale, c'est vrai, mais la comprendre, c'est justement la première étape pour l'éviter. Alors on va plonger là-dedans ensemble. Le chiffre, il est là et il fait un peu froid dans le dos. 95%. C'est le pourcentage de lancement de nouveaux produits qui sont des échecs. Et non, ce n'est pas juste une question de malchance. C'est très souvent le résultat d'une erreur fondamentale. Une erreur commise tout au début du processus. Ça veut dire que les enjeux sont énormes et que la marge d'erreur, elle, est toute petite. Alors, pourquoi ça échoue? C'est ça la vraie question. Cette étude de CB Insights, elle est très parlante. Évidemment, la première raison, c'est le manque d'argent, à court de liquidité, mais regardez juste à côté, la deuxième raison, la plus fréquente, et surtout celle qu'on peut le mieux éviter, c'est aucun besoin de marché. En clair, ça veut dire qu'on a construit une solution parfaite à un problème que personne n'a. Pour bien comprendre ce risque, rien de tel qu'une histoire, une vraie. Une histoire qui a marqué la première bulle Internet et qui est devenue un cas d'école. L'histoire d'une erreur à 1 milliard de dollars. C'est un exemple parfait des dangers de construire sans jamais rien valider. Et cette histoire, c'est celle de Webvan. On est à la fin des années 90. L'idée, elle est brillante. Permettre de faire ses courses en ligne et de se faire livrer directement chez soi. Pour l'époque, c'est révolutionnaire. Le marché, tout le monde fait des courses, donc il est colossal. Les investisseurs les plus prestigieux, comme Sequoia Capital ou Goldman Sachs, y croient à fond et injectent des fortunes. Franchement, sur le papier, c'était le succès assuré. Et pourtant, regardez cette chronologie. L'ascension est fulgurante. En 1999, la boîte est valorisée à presque 5 milliards de dollars. Mais la chute, elle est encore plus rapide. En à peine 24 mois, cette star annoncée fait faillite. Des milliards de dollars partis en fumée? Mais comment est-ce possible? La réponse, elle est là, sous nos yeux. C'est l'erreur capitale. Webvan a investi des sommes folles dans l'infrastructure avant même de tester son idée. 1 milliard pour des entrepôts, des millions en logiciels, une flotte entière de camions. Ils ont tout construit pour une opération à grande échelle en oubliant de vérifier une seule petite chose. Est-ce que les gens étaient vraiment prêts à utiliser ce service? Heureusement, des échecs aussi spectaculaires que celui-ci ont servi de leçon. De là est née une méthode beaucoup plus intelligente pour lancer un produit. Une philosophie qui a été rendue célèbre par Eric Ries dans son livre The Lean Startup. Le principe du MVP. Le MVP, ou produit minimum viable. Attention, c'est une idée souvent mal comprise. Il ne s'agit pas de lancer un produit pas fini ou buggé. Non, l'objectif c'est de créer la version la plus simple possible de l'idée, juste le strict nécessaire pour la mettre entre les mains de vrais utilisateurs, et ce le plus vite possible. Le but numéro 1, ce n'est pas de vendre, c'est d'apprendre. Et ça change tout. Et ce schéma illustre parfaitement la différence. D'un côté, le modèle linéaire, à la Webvan. C'est un pari à l'aveugle. On travaille des mois et on croise les doigts pour que ça plaise. De l'autre côté, on a la boucle du MVP. On construit un petit quelque chose, on mesure les réactions, on apprend et on recommence. C'est un cycle, une conversation continue qui réduit massivement le risque de se tromper. Ok, le principe du MVP est clair. Mais concrètement, on commence par où? Eh bien, la toute première étape, avant même d'écrire une seule ligne de code, c'est de dessiner le squelette de l'idée. C'est ce qu'on appelle un wireframe. L'analogie est parfaite. Un wireframe, c'est ni plus ni moins que le plan de votre site web ou de votre application. On ne s'occupe pas des couleurs, des polices, des belles images, non. On se concentre uniquement sur la structure. Où vont les boutons? Comment on navigue d'un écran à l'autre? C'est ça, et uniquement ça, la priorité. En général, il y a deux grandes familles. On commence toujours par la basse fidélité. Ce sont des croquis tout simples, parfois juste des boîtes et des lignes dessinées sur papier. C'est rapide, c'est jetable et c'est parfait pour explorer plein d'idées. Ce n'est que bien plus tard, une fois la structure validée, qu'on passe à la haute fidélité qui, elle, va ressembler beaucoup plus au produit final. Et pourquoi cette étape est si cruciale? Parce qu'elle force tout le monde à se concentrer sur l'essentiel. Comment ça marche? Ça aligne toute l'équipe sur la même vision. Et surtout, c'est beaucoup moins cher de déplacer un rectangle sur un dessin que de devoir changer du code déjà écrit. Chaque problème qu'on trouve à ce stade, ce sont des jours de développement d'économiser. Allez, passons à la pratique. Créer un wireframe, ça peut sembler un peu technique, mais en fait, le processus de base est très accessible. Il se résume à quelques étapes très claires. Voilà le processus en 4 temps. D'abord, on recherche, on se plonge dans les besoins des utilisateurs. Ensuite, le plus simple, on esquisse, avec un crayon et du papier, sans se poser de limites. Une fois qu'on a une piste, on numérise ça pour pouvoir le partager proprement. Et enfin, l'étape la plus importante, on itère, on affine encore et encore grâce au retour qu'on obtient.
Pour bien faire, il faut juste éviter quelques pièges. Le principal, c'est de vouloir aller trop vite dans le détail. Il faut se souvenir qu'un wireframe, c'est fait pour être simple, voire moche. Il ne faut pas non plus s'attacher à sa première idée et il faut rester ouvert aux critiques. Le but n'est pas d'avoir raison, mais de trouver la meilleure structure. On termine avec cette citation de Steve Blanks, un des pionniers de cette approche. Elle résume absolument tout. On peut avoir le meilleur plan du monde, la seule vérité qui compte, c'est celle du terrain, celle du premier contact avec le client. Alors, avant de construire un gratte-ciel, il faut s'assurer que les fondations sont solides et qu'il est bien construit au bon endroit. La vraie question est donc, sur quelle hypothèse repose votre propre projet ?